la vie n'est pas toujours une droite croissante. Il y a des moments, la vie, parfois, est une courbe qu'on appelle en physique une courbe sinusoïdale. C'est-à-dire, ça monte, ça peut descendre, ça peut monter, ça peut descendre, et ça va encore monter. Le grand problème, c'est que quand ça descend, il faut savoir comment se diriger. Et la vie n'est pas... Personne dans la vie ne peut me dire que dans sa vie, tout partait toujours de manière croissante. Le grand problème, c'est quand tu tombes, il faut savoir te mettre debout avec des bonnes décisions. J'ai connu des échecs dans ma vie, mais j'ai oublié tous ces échecs. Bonjour à tous, je suis Précis Miondi, présentateur de l'émission À l'écoute de son parcours. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un homme, un grand. Ce qui me fait encore plus bien, c'est qu'il est de mon coin. Donc, avec lui, nous allons parler toujours de son parcours, comme dans l'habitude, parler de son parcours, comprendre un peu les étapes, comment il a évolué, comment il a avancé jusqu'à devenir aujourd'hui docteur, assistant, enseignant à l'université Denis Sassou Nguesso et dans d'autres écoles et universités aussi. Donc, il s'agit de Ghislain Kende. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout, si vous avez une histoire passionnante, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Sinon, laissez en même temps aussi un commentaire. Ça va nous permettre d'être en contact avec nous. Nous sommes très réceptifs et ça va bien se passer. Bonjour à tous, moi c'est Ghislain Kende, je suis enseignant-chercheur à l'université. Je suis sur IFK TV, je vous invite tous massivement. Abonnez-vous, partagez, likez et si vous voulez que les choses soient visibles, venez à IFK TV. Tokos. Monsieur Ghislain Kende, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour réaliser cette interview. Merci, vous êtes bienvenue. En tout cas, c'est comme je venais de le dire, l'objectif c'est d'édifier les jeunes, encourager par rapport à vos mots, par rapport à votre motivation. Parce que l'objectif de la chaîne, c'est que votre voix soit la voix des autres aussi. Donc, je vais commencer avec une question que naturellement je commence avec. Vous allez nous faire votre mini-biographie, sinon une petite histoire sur vous, le nom, prénom, voilà, et puis d'autres questions. Voilà, et je suis monsieur Ghislain Kende, je suis docteur assistant et enseignant-chercheur à l'université Denis Sassou Nguesso, différentes spécialités de chimie. Je suis chimiste de formation. Je suis congolais d'origine et de nationalité. Ah, ça c'est une très bonne précision. Et comme ça, vous êtes né où? Et je suis né à Moussindio, du Congo, dans le département du Niari, le 20 février 1900X. Donc X, vous allez chercher l'inconnu. Je suis du Niari, congolais du Niari. Congolais du Niari. Et comme toute personne, nous sortons d'une famille. Si c'est possible d'avoir le nom de papa ou de maman, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Oui, je suis d'une famille où mon père s'appelle M. Tissa Mouanza et ma mère s'appelle Olo Henriette. Et je suis né d'une famille Sigos. Sigos. Ça veut dire que vous êtes la tête de Sigos. Je suis la locomotive. La locomotive, wow. Ça c'est bien, c'est très intéressant. Raison de plus aussi de savoir autant qu'aîné, comment vous avez vécu cette, on peut dire, cette position sociale dans la famille, comment vous l'avez vécu avec les frères, les sœurs. Est-ce qu'il y avait une certaine pression, une certaine chaleur? Alors, d'une part, être aîné de la famille, c'est parfois un don de Dieu, c'est parfois une grâce, mais d'autre part, c'est parfois
une mauvaise chose. Parce que quand on est aidé, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire parce que tu es aimé. Dis-moi comment, quelles sont ces choses-là en fait? Un certain nombre de responsabilités qui peuvent être des responsabilités sociales, des responsabilités financières, voilà, des responsabilités en tant que chef de famille. Nous sommes africains. Quand tu es aîné, tu deviens automatiquement chef de famille. Et parfois, papa doit écouter, maman doit écouter. En tant qu'aîné, j'ai cette responsabilité familiale et cette charge. Ça c'est intéressant. Nous allons passer maintenant au parcours scolaire, sinon d'abord primaire. Où est-ce que vous avez fait vos études de primaire et est-ce que vous étiez un élève brillant depuis l'école primaire et c'était de quelle période à quelle période, surtout avec des examens d'État qui étaient déjà sélectionnés? Alors, j'ai commencé mon parcours primaire. Je vais d'abord souligner que moi je n'ai pas connu les parcours préscolaires. Oh. Maternelle, un P2, P3. Donc c'était un coup KO. Je suis allé validé depuis la maison. Validé depuis la maison. Okay. Et nous avons eu une éducation à la maison. Et cette éducation nous a permis d'affronter directement le parcours primaire. Ce que je pense que ça pouvait être en 1990 peut-être. 1990, CP1. Et là-dessus, j'ai fait mon CP concours malgré entre 90 et 80, je ne sais pas, 17, il y avait eu des perturbations politiques qui n'avaient pas permis que toutes les années scolaires se déroulent normalement. Donc il y avait des décalages. Par contre, dans certaines villes où il n'y avait pas eu des mouvements, l'école se déroulait normalement. Donc à la sortie de mon cycle primaire, j'ai eu, à l'époque c'était le CEP et le concours. J'ai arraché mon CEP et le concours. Il fallait valider les deux ou bien il fallait avoir, à l'époque, si tu as le CEP, tu n'as pas le concours, tu répètes le CEP. Et dès que tu as le CEP, l'année suivante, tu ne fais que le concours. Et donc, c'était de manière sélective. Une fois que tu deviens le bilan, il y a certaines disciplines, je crois, comme leçon des choses, il y avait des matières comme, je crois, je ne sais pas, instruction civique, il y avait leçon des choses, histoire, géographie, et ces disciplines ne venaient que au CEP. Une fois que tu as le CEP, tu pas au concours. Non, pas au concours. Donc, il y avait des matières spéciales voilà. Pour le concours, oui. Et des matières spéciales. Voilà. Normalement, le CEP prenait pratiquement toutes les matières. Wow. Et le concours, c'était de manière sélective. On faisait la rédaction, on faisait le calcul mental, on faisait les problèmes, voilà, problèmes d'opération. Et je crois que c'était tout. Je crois qu'il y avait que trois disciplines. Si tu as eu le concours, tu n'as pas eu le CEP, tu n'as pas accès à aller aussi au collège. Voilà, c'était comme ça à notre époque. Et donc, j'avais le CEP et le concours, et il fallait, et c'était à l'école primaire de Nyanga, au Saint-Dioga, quartier CQ10. Et cette école existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et je suis allé au collège, on appelle ce collège le CG de Monseigneur. CG de Monseigneur, où mon premier directeur, je ne sais pas si j'ai encore bonne mémoire, il était un peu mince comme ça, mais j'ai oublié le nom. Voilà. J'ai fait le collège général. Le collège général, j'ai fait la 6e, j'ai fait la 5e, j'ai fait la 4e. Et pour la première fois que j'avais fait le BPC, en tout cas, j'avais manqué le BPC. J'avais manqué le BPC et j'ai connu des bons enseignants au collège, comme Ngoma Jean-Paul, alias M. Lab. Et j'ai connu des enseignants comme Yagis, qui faisait SVT. Et j'ai connu des enseignants en français, un bon enseignant en français, comme M. Nyonzi. On l'appelait souvent M. Nice, qui m'enseignait en français. Des enseignants en histoire-géographie comme
monsieur Dilandi Freddy, il a dit Freddy, et pas mal des enseignants, et d'autres, j'ai oublié le nom. Et donc, après avoir manqué le BPC, bon, je m'étais dit que voilà, il y a certains qui sont plus petits que moi, qui ont eu le BPC, moi je n'ai pas eu le BPC, donc finalement, je suis bête, moi je n'ai pas pu avoir le BPC. Bon, après, c'est papa qui m'a conseillé, bon, voilà, tu dois recommencer. Ça veut dire que recommencer le BPC, c'était maintenant sous les conseils de papa. Sous les conseils de papa et par la motivation. Il faut aussi signaler que voilà, mon père n'a pas fait des longues études comme moi, mais avec le peu de formation que mon père était sévère. Et moi, j'ai passé l'école primaire sous la chicotte. Actuellement, il n'y a plus de chicotte. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que de mon école primaire jusqu'à l'université, volontairement, je n'ai jamais fait cours. Pourquoi je n'ai jamais fait cours? Mais un jour, à l'école primaire, j'avais fait cours. Et l'enseignant en CM2 s'appelait M. Pombo Emery. Alors avec lui, si tu fuis le cours, le lendemain matin, c'est son écoute de chicotte, c'est-à-dire qu'on te tabasse correctement. Alors arrivé à l'école, j'étais aussi mince, Et l'enseignant s'était rendu compte que hier je n'étais pas à l'école. Alors toi, tu viens ici, on va discuter. Pourquoi tu n'étais pas à l'école? J'ai menti. J'ai dit, mais j'étais malade. Et M. Pombo me dit, mais comme tu étais malade, avant que je te reçoive, il faut appeler papa, pour que papa vienne témoigner que tu étais malade. Alors je repars à la maison, papa n'était plus à la maison, il fallait attendre le soir. J'ai dit, mais papa, vraiment, je suis convoqué dans votre école. Qu'est-ce qui se passe? Non, votre fils n'était pas venu avant-hier, je prétexte qu'il était malade. Mais mon père a dit non, mais il n'était pas malade. Donc j'ai vous dites quoi? En tout cas, papa m'a giflé. Mais la manière dont on m'a fouetté, ce n'était plus des fouets ordinaires. On m'a tapé 4 fois plus que d'habitude. Et c'est depuis le jour-là où j'avais dit que je pourrais plus faire l'école. Voilà. Donc c'est la chicotte en fait. La chicotte. Le coup de fouet que vous avez reçu vous a maintenu dans l'ordre. Question de ne plus jamais fouiller les cours. Je n'avais plus jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, la chicotte était aussi normale ou bien? Oui, non. Et la chicotte était un moyen de booster parfois certains élèves. Vous savez, aujourd'hui, si on donne un devoir à faire à la maison, dicter question, problème, aller faire à la maison, l'élève n'a pas peur parce qu'il sait que, bon, dans tous les cas, on ne va pas chicoter. Or, à notre époque, on vous donne un problème opération à faire à la maison. Si tu ne l'as pas fait, mais c'était le billet d'entrée. Si tu ne l'as pas fait, avant d'entrer dans la salle, tu dois présenter ce que tu as fait. Si tu n'as pas fait, sache-le que tu es foutu. Tu es foutu avant d'entrer dans la salle. Tu pleures, même à la maison, on ne t'a jamais tapé comme ça. Mais actuellement, on ne frappe plus, mais je suis quand même désolé. Moi, je suis partant qu'on puisse remettre la chicotte à l'école. Pour remettre les élèves à la pratique. Je suis partant. Mais avec les parents d'aujourd'hui, les enfants sont devenus tellement fragiles. En fait, c'est les parents qui aiment tellement les enfants qu'on accorde plus. On ne peut plus accepter. Vous voyez, même dans le voisinage, parfois quand un enfant est touché par le voisin, vous voyez, c'est que ça fait. Bon, oui, ça dépend des parents. Et puis aussi, ça dépend peut-être de la manière de taper. Imaginez que vous mettez les coups de fouet au niveau de l'œil. Voilà, vous pouvez détruire l'œil d'un enfant détruit et l'œil est irréparable. Donc, sinon, en chicoté, il y avait des endroits, les enseignants savaient où placer la chicotte. Les enseignants savaient où placer la chicotte. Parfois c'est au dos, parfois c'est au dos, aux fesses, au niveau des mollets. Voilà. Ils savaient placer la chicotte. Et finalement, vous allez avoir le BPC. Alors, finalement, j'ai eu le BPC, ça devait être en 2003, j'ai eu le BPC, brevet d'études du premier cycle. Et nous étions, je crois, 24 candidats présentés au CEDUCA. Et malheureusement, il n'y avait que 2 admis. 24 présentés. Candidats. Et il y avait 2 admis. Et parmi les 2 admis, il y avait mon défunt collègue qui s'appelait Sassa Briginaire, alias TB. Il venait de mourir, il venait de nous quitter, ça fait 2 ans de cela, et à son âge. Et moi. Et donc,
Et tout le CG, tout le quartier, on nous avait qualifié de sorciers. Mais la cause était quoi? Pas peut-être la cause, mais qu'est-ce qui était à l'origine de ces résultats? Est-ce que c'était le manque de volonté, le manque d'application des élèves ou comment? Bon, et vous savez, l'examen, même si les gens disent que voilà, l'examen c'est une chance, enlevons d'abord ça. L'examen, c'est le travail. Et quand nous étions en troisième, tous les enseignants constataient qu'il y avait que ces deux candidats de travail. En tout cas, on travaillait, on dérangeait tous les enseignants étaient dans notre quartier, donc on dérangeait les enseignants. On travaillait, on mouillait le maillot. Et moi, la peur, parce que j'étais déjà blessé pour la première fois. Vous savez, voilà, quand quelqu'un est mordu par un serpent, même un petit appuyard, fait peur. Donc, je m'étais dit, je ne peux plus rater le BBC. Et mon collègue Sassa Brigel aussi, perd son âme, lui aussi, il avait emboîté les pas, mais je dois suivre la manière de Gislain, parce que donc si je comprends bien, c'est votre motivation, votre façon de voir les choses qui l'avait aussi entraîné dans votre camp. Et en tout cas, bon, pas forcément, mais je reconnais lui aussi, c'était un bosseur naturel. Naturellement, c'était un bosseur. Donc avec lui, on avait formé un binôme avec symbiose, donc on travaillait toujours en commun. Et donc, c'est en 2003, je crois, j'avais le brevet d'études économiques et je suis allé au lycée. Et le lycée, on va y en arriver. À Monseigneur, il y a aussi un lycée. Je ne sais pas si à cette époque, à votre époque, il y en avait déjà. Et vous l'avez fait où le lycée? Est-ce que c'est à Monseigneur ou bien? Alors, le lycée, oui, j'ai fait le lycée à Monseigneur, le seul et l'unique lycée. Je suis allé m'inscrire en seconde C avec mon collègue Sassa Brigel. Vous étiez très proches. Oui, nous étions très proches parce que déjà nous sommes nés la même année. Et nous vivions à l'époque dans le même quartier. Nous fréquentions la même école. Nous avons eu le BPC ensemble. Donc nous sommes allés prendre l'inscription tous les deux en CDC. Et de la CDC, dès la première année, nous étions passés en première, mais malheureusement, j'avais voulu faire la première C. Mais à l'époque, à Monseigneur, il n'y avait pas la première C. Il n'y avait que les séries littéraires et la série. Donc j'étais obligé par contrainte, la seule chose qui me présentait. Et comme ça, c'était en quelle année déjà? C'était en 2003, 4. 3-4. Oui, 3-4, si je ne me trompe pas, 3-4. Alors, je suis allé faire la série C, séquence C, de la séquence C. Je suis passé en première D. Et Sassa Brigel, voulant toujours de la série C, lui, il s'était déplacé. Donc, il allait à Dolicy, là où il y avait la première C. Moi, j'étais resté à Monseigneur. Et à Monseigneur, à l'époque, en première D, nous étions 6. On nous appelait la classe des 3 couples. Parce qu'on était 3 garçons et 3 filles. Et donc, je me rappelle, il y avait Mwanda Kumbakado, il y avait Yua Juel, une fille, il y avait Bonitela Vicky Tombes, qui est aujourd'hui docteur en géologie. wow. Et il y avait Mabiala Bengou, et il y avait, je crois, une autre fille qui s'appelait Lorac. Voilà, donc nous étions 3 garçons, 3 filles, donc on nous appelait la classe des 3 couples. Alors de la première D, nous sommes passés tous. Pas aussi une forte concentration d'élèves? Non, il n'y avait pas une forte concentration parce que beaucoup des parents aimaient que leurs enfants partent faire des examens d'État dans les grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire et un peu Dolicy, où il y a la facilité d'avoir les documents. Évidemment, ça, vous commencez de l'école primaire, je peux dire, jusqu'au lycée. Quelles sont les difficultés que vous avez eues? Ces difficultés, surtout comment vous les avez surmontées? Parce que là déjà vous parlez de documents et autres. Comment vous avez surmonté ça? Surtout à être toujours des élèves brillants. Alors, il faut savoir que dans la vie de Monseigneur, le courant n'est pas toujours permanent comme dans les grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolicy, Caille. Et donc, rien que pour faire même la photocopie d'une page, tu vas parcourir des kilomètres et tu vas photocopier cette page à environ 200 fois. À cette époque, bien sûr. À cette époque. Imagine si tu
tu as un document qui a 30 pages, et avec des parents pauvres qui ne travaillent pas pour avoir l'argent. Donc on se débrouillait comme ça, on photocopiait, on décopiait parfois des fascicules entiers. On recopiait des fascicules. Tout un fascicule. Tout un fascicule, on recopiait, on blanchissait de nuit pour recopier un fascicule. C'était une profession. Et c'était quand même pénible. Donc, quand j'ai manqué le bac D à Moussenjo, je m'étais dit que la cause n'était pas peut-être moi, mais c'est peut-être mon documentation. Les conditions auxquelles nous travaillons, nous exerçons. D'ailleurs, il n'y avait même pas de centre d'encadrement à Moussenjo. Même pas de centre d'encadrement. Donc, tout se faisait par l'élève. Par l'élève lui-même. Les recherches, la lecture. À l'époque aussi, vous voyez, dans les années 2005, il n'y avait même pas l'Internet. Déjà, le téléphone Android n'était pas encore. Déjà, moi déjà en 2005, je ne connaissais pas le téléphone. Je n'avais pas de téléphone. Donc, où faire des recherches? On ne pouvait pas faire des recherches. Alors, pour aller photocopier, il faut parcourir des kilomètres, Moussenjo Gare, Moussenjo Poste. Pour aller faire juste. Et on avait quand même aussi. Et on avait au moins, dans la ville, on pouvait avoir 3 endroits, mais par manque d'électricité, malheureusement, on ne pouvait pas toujours avoir la photocopie. Et finalement, vous allez, on peut dire, avoir le bac ou valider le bac, vous passez. Alors, et finalement, après avoir manqué le bac 2005 à Moussenjo, j'avais décidé de migrer à Dodissi, où le lycée a quand même une concurrence, une compétition entre candidats. La documentation pouvait être facile, les exercices, les centres d'encadrement. Et j'arrive à Dodissi en 2005, l'année scolaire 2005-2006, et j'ai été inscrit en terminale D1. Et j'ai passé l'année scolaire à Dodissi, mais sans comédie, j'étais quand même brillant. J'étais brillant et je m'étais fait remarquer par beaucoup des enseignants. Et à l'époque, il faut noter que le bac se faisait en 2 tours. Il y avait c'était au choix. Non, ce n'était pas au choix. Il y avait des années où la DEC choisissait français. Il y avait d'autres années, parfois, la DEC pouvait choisir la philosophie. Donc à notre époque, en 2006, au bac 2006, c'était le français qui était choisi dans les séries scientifiques, séries D et séries C. Ça veut dire que toute l'année, vous allez faire les 2 matières. Toute l'année, vous allez faire le français. Et c'est vers la fin où on va finalement vous dire, bon, laissez soit le français, voilà. Vous concentrer. C'était ça. Et sans oublier, on faisait aussi l'anglais. On faisait l'anglais, on faisait l'histoire, on faisait la géographie, on faisait le français, on faisait la philosophie. Parce que pour ceux qui partaient au 2e tour, en ce moment, ils venaient faire le français, l'anglais, l'histoire géo et toutes les autres disciplines. C'était quand même chargeant. Oui, c'était quand même chargeant. Alors moi j'avais un adage, et je disais toujours à mes collègues, moi je ne peux pas faire le cours, je ne peux pas perdre mon temps à faire le cours d'anglais, cours d'histoire, cours de géographie, le bac. Il y a 2 possibilités, soit vous êtes admis du cours, vous pouvez le faire. Et comment vous avez fait pour vous maintenir d'être cet élève brillant? Bon, mais surtout au niveau du lycée, vous avez validé, vous avez fini. Comment, en fait, cette partie-là, on aimerait savoir, surtout les difficultés, comment vous les avez surmontées? Alors, et il faut savoir qu'à Dodissi aussi, il y avait certains candidats qui étaient à leur 3e fois, 4e fois pour faire le bac. Donc, ces candidats avaient une documentation, mais tel point que ces candidats ne pouvaient même pas savoir, il y a certains exercices qui venaient aux compositions, mais qui ne savaient pas que les exercices sont là avec les solutions. Et donc, moi, j'étais là à tisser des relations avec de nombreux candidats. Donc, du coup, j'avais maintenant beaucoup de documents. Et donc, le secret, c'était seulement le travail. Je travaillais soit 8 jours. Et je n'avais même pas de centre d'encadrement. Je n'avais pas de centre d'encadrement. Qui pouvait me payer le centre d'encadrement? 15 000 le mois. Je n'avais aucun parent. Mon père n'avait pas l'argent pour me payer le centre d'encadrement. Donc, je vais exercer à la maison. Si j'ai une difficulté, je me rapproche auprès d'un collègue ou auprès d'un enseignant. Après notre cours, je peux aller voir un enseignant pour m'expliquer un exercice. Et ces relations-là étaient faciles? Oui, non. Les gens pouvaient vous recevoir, les enseignants sur Oui, ces relations, je me rappelle de notre enseignant de mathématiques, il s'appelait M. Bouindé André. Voilà, il était très accueillant, même à la maison. Je peux aller le solliciter, il va t'expliquer. Il y a aussi un enseignant de sciences physiques qui s'appelle M. Tsassarine, alias Lacan, un bon enseignant de sciences physiques.
l'avantage, parce qu'on était dans le même quartier à Congo, à Dodici. Donc je l'ai dérangé matin, midi, soir. Cette attitude des enseignants, actuellement c'est toujours observé. Cette Oh. attitude réceptive, recevoir les élèves, travailler avec eux. Alors, c'est maintenant ce système des centres qui est maintenant à la une. Alors vous savez qu'actuellement c'est maintenant à la une les centres d'encadrement. Oui. Peu importe qui crée un centre d'encadrement. Tout le monde devient enseignant. Maintenant, si les enseignants reçoivent ou ne reçoivent pas les étudiants ou les candidats, alors là, je n'ai pas ces informations parce que je n'enseigne pas au lycée. À l'époque, je disais un adage à mes collègues que nous faisons la course, vous empruntez de Jakarta, moi je marche à pied, mais j'arriverai avant vous. Alors, donc c'était comme, je ne sais pas comment je peux dire, un message masqué. Parce que je disais, même si vous avez des centres d'encadrement, moi je n'ai pas de centre d'encadrement, je travaille seul à la maison, mais je pourrais arriver avant vous. Alors donc nous avons fait le bac, on a délivré le bac. Après le bac, j'étais retourné à Monseigneur chez papa et maman. Et donc on délibère le bac, je suis à Monseigneur. Alors on apprend qu'on a délivré le bac. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, WhatsApp, c'était pas facile. Donc les résultats, il faut appeler Brazzaville ou appeler Dolisie. Je n'avais pas de téléphone, mon père n'avait pas de téléphone, maman n'avait pas de téléphone. Donc à la maison, une frère, une soeur, dans le quartier, il y avait deux personnes qui avaient le téléphone. Il y avait M. Lam qui avait le téléphone. Il y avait aussi le défunt, un grand frère qui était mort, qui s'appelait Pofa, qui avait aussi un téléphone. Donc il faut courir au moins 4 km pour aller composer le numéro pour appeler Brazzaville. Si on dit on n'a pas encore les résultats, je reviens encore à la maison. Alors donc voilà, on était, je crois, 500 et quelques candidats ont essayé l'idée. Alors, quand on a délibéré le bac, on appelle Brazzaville, l'un de mes enseignants qui m'avait enseigné à Monseigneur, qui s'est retrouvé à Brazzaville à l'époque. En juillet 2006. Alors, je l'appelle, il dit bon, là, je vais à la DEC. Il arrive à la DEC, je l'appelle, il dit bon, tu as un stylo là? Voilà, je te cite le nom. Un tel. Voilà, celui-là, il a dit. Je dis, mais vois d'abord Kende Gislain, parce que les résultats sont par ordre alphabétique. Il dit, je vois un Kende Kelly, mais il n'y a pas Kende Gislain. Je dis, mais comment Kende Kelly, la fille qui s'assoit toujours derrière moi, comment elle a le bac? Moi, je n'ai pas le bac. En tout cas, elle dit que non, il y a 126 admissibles. 126 admissibles, et ton nom ne figure pas. Alors, je suis reparti à la maison. J'ai un collègue aussi du quartier qui s'appelle Ipinda Emma, où son nom était dans la liste des admissibles. Il chantait, il dansait, voilà, il s'exclamait de joie. Et moi, je n'avais pas le bac. Alors, je me suis mis à réfléchir. J'ai appelé l'enseignant. Les résultats n'étaient pas encore positifs à votre niveau. À mon niveau, les résultats n'étaient pas positifs. Parce qu'à l'époque, quand on affiche la liste, il y a la liste des admissibles et il y a la liste des admis. Or, moi, j'étais dans la liste des admis. La liste en question n'avait qu'un seul nom. Et malheureusement, la liste n'était pas affichée. Après, j'ai dérangé cet enseignant qui s'appelle M. Bakara. J'ai dit, mais allez d'abord vérifier. Il y a combien des admis? Là, vous avez dit, il y a 126 admis. Maintenant, les admis. Il dit, je ne vois pas la liste. Je dis, mais finalement, on pouvait mettre 0 admis. Il dit, attends, tu m'as rappelé. Je vais repartir à la DER. Il est allé à la DER, il est allé déranger un peu les gens, mais il y a un lycée de Monseigneur, il y a certains lycées, le nombre d'admis, on est au moins néant. Le lycée de Monseigneur et le lycée de Dolisie n'a pas d'admis, on s'est l'idée. Après, voilà, les recherches à la DEC, on se rend compte, oui, le lycée de Dolisie, il y a un admis du coup. Quel nom? Il s'appelle Kende Gislain. Et j'ai passé nuit, le lendemain matin, et j'ai encore à payer. On me dit, oui, mais hier on a appelé le numéro par lequel tu nous appelais. Le numéro en question disait que non, ce n'est pas Gislain. Tu es admis du coup. J'ai dit, qu'est-ce que vous dites? Que c'est toi le seul et unique admis à Dolisie. On s'est dit, oh mais laisse, j'ai été mise à courir dans tous les sens. J'ai été mise à courir dans tous les sens. Bon, c'était d'une part, il y avait d'abord la plaie, parce que j'étais senti mal. Et après, il y a maintenant la joie qui a... Évidemment, ce sont ces difficultés-là que les élèves reçoivent parfois, surtout à l'intérieur, hein, ça c'est plus à l'intérieur, avec les cacophonies des résultats. Donc du coup, parfois quand ça arrive, on n'a pas les vrais résultats, ou encore on n'a pas toute la liste,
Et du coup, les élèves se mettent d'abord à pleurer et parfois après. Et il y a même, pire encore, ceux qui se considèrent déjà admis du temps, parfois ils se retrouvent échoués. Donc, ces résultats, bien ces difficultés-là aussi arrivent. Mais j'aimerais savoir aussi, voyons tout ça, qu'est-ce qui vous a permis d'avancer, de continuer tout? Est-ce que c'est la persévérance, la patience, la détermination, ou bien ce sont des décisions que vous avez prises depuis longtemps que je dois continuer pour foncer, et surtout avec ce que vous avez dit en amont, avec le poids de la famille étant l'aîné? Alors, vous savez, la vie c'est un choix. Soit vous faites le choix pour aller à gauche, vous faites le choix pour aller à droite. Mon père travaillait à la Combilogue et la Combilogue avait fermé ses portes. Et je me suis rendu compte que je suis dans une position où impérativement je dois réussir dans ma vie. Parce que papa ne travaille plus, et étant l'aîné, je dois réussir dans ma vie. Ça veut dire qu'en quelque sorte, les conditions familiales ou les défis familiales vous ont obligé. Les conditions familiales m'ont poussé à ne pas être dans la même condition que certaines personnes de la famille. Vous savez qu'au moment où les autres jouaient, chez vous c'était beaucoup, il y a certains de mes frères et sœurs, cousins et cousines qui ont abandonné des études parce que bon, ils n'ont pas pu. Une fois, ils ont arrêté le lycée, bon, il faut abandonner, mais moi, j'avais dit, je ne peux pas abandonner. D'où ma décision de changer et de migrer de Moussinjo à de lycée. Et donc, après la libération du bac, j'étais à Moussinjo. Je me suis dit, mais je dois repartir à Dolisie pour aller prendre mes valiser des documents. Et je dois repartir à Dolisie. Alors je repars à Dolisie 2 jours avant qu'on fasse le deuxième tour. Je suis allé dans l'établissement, à l'époque c'était l'unique lycée général à Dolisie. C'est le nom c'est le lycée Saint-Victor Satou. Voilà. Donc je suis allé le jour où on faisait les oraux. On appelait ça les oraux. Dès que j'arrive dans l'établissement, mais il y avait une foule des admissibles qui étaient venus me soulever en me projetant en haut. Voilà, comme un trophée. J'étais un champion. Ils avaient vu, j'ai ramassé mon billet de banque. Je suis parti. Et au moins 4 jours après, c'était la municipalisation accélérée du Niari, du département du Niari. Et nous étions appelés par madame la présidente, madame Antoinette Denis Sassou Nguesso pour l'émulation. Bon, nous étions présents, il y avait 2 admis du cours en série A, un admis du cours en série C et un admis du cours en série D. Donc on a reçu des cadeaux, on a reçu... Donc l'émulation était organisée par la première dame. Par la première dame de la République du Congo, madame Antoinette Denis Sassou Nguesso. On a reçu un certain nombre de choses. Financièrement, je mets en parenthèse, voilà, c'était déjà le passé. Et donc, on était félicités, elle nous avait encouragés, et il faut maintenant affronter les études universitaires. Et là, c'est là où on va en arriver. Vous êtes maintenant à l'université, vous allez faire le DEUC à cette époque, qui est remplacé par la licence, je pense. Ou bien, c'était quoi d'abord le DEUC? Alors, le DEUC se faisait en 2e année. En 2e année de l'université. 2e année de l'université, diplôme d'études universitaires générales. Et dans les instituts, on appelle ce diplôme le BTS, niveau 2e année. Et donc quand j'arrive à l'université avec mon bac D, je voulais faire des mathématiques. Et je viens à l'université, à la fac de sciences, et premièrement d'abord j'ai fait le concours, mais la FSA, je voulais être médecin. Alors j'ai raté brièvement le concours de FSA, j'ai échoué. Alors l'objectif était maintenant pour aller faire des mathématiques à la fac. Ça veut dire que juste à ce niveau, les échecs vous poursuivaient toujours. Ah oui. Et vous avez su surmonter. En tout cas, j'ai échoué. Comment vous avez fait pour surmonter ces échecs? Étant brillant, peut-être ça pouvait vous donner un certain luxe, ou bien pour dire, orgueil, que moi je suis intelligent, comment je peux rater le concours peut-être? Oui, et déjà moi j'arrive à l'éducation médecine et les concours universitaires, voilà, j'arrive dans le bac, du coup je voulais revenir dans la concours à côté. Au concours universitaire, c'est quelque chose. Je vais affronter le concours de la médecine. Candidat au concours de la médecine, on a publié les résultats, j'ai échoué. J'ai échoué au concours, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller faire des mathématiques à l'université. Donc, depuis le début, dans votre parcours, si je comprends bien, il y a déjà au moins 3 échecs. Oui, 3 échecs. Il y a 3 échecs. Il y a le BPC, il il y a le bac, il y a le concours de la médecine.
Mais malgré ça, Non, je tombais, mais je... Mais qu'est-ce qui faisait ça en fait? Eh bien, c'est l'objectif que j'avais fixé. C'était J'avais fixé un objectif de réussir. Non, parce que dans la vie, si tu ne réussis pas en médecine, tu peux réussir dans l'armée, tu peux réussir en tant qu'enseignant, tu peux réussir. Donc, ça veut dire que depuis la maison ou depuis l'école, il y avait des visions qu'il fallait atteindre. Il y avait des objectifs. Depuis la maison familiale, j'avais dit, je dois réussir dans ma vie. C'était un objectif que j'avais fixé. Malgré la condition modeste des parents. Malgré la condition médiocre, mauvaise condition financière des parents, j'avais dit que je dois réussir dans ma vie. Donc vous êtes en fait le réussi d'une famille modeste. Pour essayer un peu de mettre le féminisme. On a pris l'inscription et la type école. Je m'étais rendu compte que c'était minable. Et d'où j'avais décidé de... Le petit corps en question, c'était quoi exactement? Bon, il y a certaines petites sociétés à Pointe-Noire, des compétences, voilà, donc on vous maltraite, voilà. Ce n'est pas aussi grave là-bas, hein, ce n'est pas aussi grave. Et j'avais décidé donc de revenir à l'université pour prendre une inscription pour faire la thèse de doctorat. Et donc en 2013-14, j'avais pris l'inscription en thèse de doctorat en première année. Et la même année, j'ai été recruté comme enseignant vacataire à l'université. Oh. Voilà. Enseignant vacataire. Et avant même ça, quelle était votre influence sociale au niveau de votre vie d'origine, qui est l'Océdio, au niveau de l'école, au niveau de la famille, au niveau de la société? Comment en fait les gens vous percevaient à ce niveau-là? Parce que c'était quand même des exploits en exploits. Oui. Alors, sans oublier que de 2006 où j'ai foulé le sol de Brazzaville jusqu'en 2013 où j'ai eu mon master, je faisais toujours des voyages évidemment, dans ma ville natale. Comment les gens vous recevaient? Voilà, surtout l'enseignant comme M. Ngoma Jean-Paul, M. Lab, et c'était l'un des enseignants qui m'épaulait toujours, qui me poussait toujours, qui disait toujours même, jusqu'à aujourd'hui quand il fait son cours, et il dit toujours à ses élèves que prenez toujours l'exemple de l'un de mes anciens élèves qui s'appelle Kende Gislain. Et donc c'était un bon élève, qu'elles soit en mathématiques, en physique, en chimie. Donc j'étais accueilli, vous savez à l'époque, voilà, les étudiants à Brazzaville, les parents vous reçoivent. C'était l'honneur, c'était la joie de recevoir un étudiant. Comme un roi. Voilà, comme un roi, un prince, voilà, et surtout que tu es le fils aîné, donc on te reçoit comme un prince, voilà, on te donne tout ce que tu veux dans la mesure du possible par rapport à leurs moyens. Donc je faisais souvent des tours de 2006 à 2013. Ça veut dire que c'est là où sortait également, si on peut voir dans le cadre spirituel, une certaine bénédiction. Bon, la bénédiction spirituelle, bon, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il n'y avait pas des sciences occultes, il n'y avait pas des sectes, il n'y avait pas un certain nombre de choses que les parents pouvaient faire. Non, déjà mes parents sont chrétiens. Papa est chrétien, maman est chrétienne, donc il n'y avait pas de grimaces comme vous les appelez. Pas jusqu'à ce niveau quand même. Et finalement là, vous êtes inscrit au cycle doctorat. Finalement, chercher à obtenir votre... Là, en cycle doctoral, c'était encore plus compliqué. Parce que la thèse, vous savez, nous sommes dans des universités où le plateau technique n'est pas trop adéquat pour bien mener la recherche. Et la recherche dans une discipline comme chimie, dans le domaine de la chimie, il faut acheter des solvants, il faut acheter des réactifs, il faut acheter le matériel, il faut envoyer des échantillons à analyser. Mais toutes ces analyses, tout ce matériel, tu ne peux pas le trouver à Brazzaville. Tu peux avoir 20 000, tu peux avoir 100 000, tu peux avoir 500 000 pour acquérir un matériel adéquat. Mais au marché de la chimie, il faut commander en France, des solvants, il faut commander en Europe. Une fois que vous avez des résultats, il faut envoyer soit en Afrique du Sud, soit au Sénégal, en France. Tout ça sous vos propres frais. Ah oui, tout ça, la thèse de doctorat, puisque je n'avais pas la bourse. Et je m'étais financé moi-même. Et comme j'étais vacataire à l'époque, la vacation se payait quand même de venir à l'université chaque année, et on payait la vacation. Donc avec cette vacation, et sans oublier aussi, il y avait la bourse, j'avais la bourse de doctorat qui passait chaque semestre
j'avais ma bourse de doctorat. À l'époque, c'était, je crois, 240 000 qui venaient chaque trimestre. Jusqu'à ce que j'ai fini pratiquement ma thèse, j'avais la bourse. Donc, avec cette bourse, avec la vacation que je faisais, bon, avec des petits bricoles, enseignant dans une école privée, il faut aller encadrer l'enfant des X. À la fin du mois, on va te donner un petit 50 000. À l'école privée, on va te donner aussi 50 000. Bon, si ça coïncide, tu as aussi la bourse, il y a aussi la vacation qui tombe. Donc, facilement, tu peux te débarrasser de tes frais académiques à l'université. Tu peux acheter un litre de solvant ou un produit chimique que tu veux. Et donc, sans oublier aussi, il y avait surtout 60%. Il y a aussi l'aide de mon directeur de thèse que je salue, M. Boka-Victor, qui m'a beaucoup soutenu pendant mon parcours de thèse doctorale. Vous savez que jusqu'à ce niveau, vous étiez quelqu'un qui avait toujours envie de mener une activité parallèle avec les études. Oui. Question de soutenir vos études. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire en fait aux étudiants qui se plaignent de la bourse, qui se plaignent des parents, qui se plaignent de tout un tas de choses rentrant dans le cadre de leur soutien, comme on le dit bien sûr? Oui, bon, mais la bourse, comme on le dit, c'est une aide. Maintenant, si aujourd'hui l'État n'a pas disposé cette aide, en tout cas, on ne va pas lâcher. On va dire comme il n'y a plus d'aide, on va laisser les études. Donc moi j'étais toujours là, j'ai un centre d'encadrement là-bas. Je vivais à Poto-Poto, j'avais un centre d'encadrement à Sopochi. Wow. Je partais faire un centre d'encadrement à Sopochi. Oui, chaque fin du mois, on me payait, je crois, quelque chose de 60 000 à Sopochi. Et j'avais fait parfois aussi des encadrements à domicile. Donc après un moment, la bourse ne se faisait plus voir. On ne payait plus la bourse. Mais comment on fait? Et la vacation aussi ne se payait plus régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne travailles pas. Mais donc, il faut des petits bricoles parallèles, Donc, à leur niveau aussi, ce qu'ils doivent faire, c'est bien de faire des études, mais aussi de trouver une activité parallèle qui va vous permettre de soutenir ou de s'autofinancer vos études. Oui. Au lieu d'attendre toujours peut-être les parents. Il ne faudrait pas que cette activité mette en péril ta formation. Sinon, on risque d'abandonner. Maintenant, si ces activités, si tu prends aussi trop goût de ces activités, tu vas abandonner les études. Et moi, j'avais dit, je ne peux plus abandonner. Et au niveau où je suis arrivé déjà en la 3e année de thèse, peu importe les difficultés, je ne peux plus abandonner. Il est devenu docteur ou doctorant. Ah oui, puisque vous voyez, après 7 ans de plateau technique, 7 ans, 6 ans de laboratoire, vous avez rédigé votre poche de thèse, vous avez soumis, pas encore à l'examen, mais pour les nominations des juges rapporteurs, c'est à partir de là que les situations administratives sont arrivées. Situation administrative, c'est quoi exactement? Bon. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que ce sont des rejets du document? Non, ce n'est pas un rejet du document, parce qu'avant qu'on rejette le document, il faut qu'on dénomme les juges rapporteurs. Une fois on a nommé les juges rapporteurs, en ce moment tu envoies les documents aux juges rapporteurs. Ce sont ces juges rapporteurs qui doivent dire cette thèse est soutenable ou cette thèse n'est pas soutenable. Ça veut dire donc, avant même qu'on nomme c'est à partir de la nomination des juges rapporteurs qui avaient posé problème. C'était quoi en fait le Bon, je mets en parenthèse cette partie. Je mets en parenthèse cette partie. Mais il y avait une situation qui me concernait, au point où certains soutenaient en 2020, 21, 22, 23. Donc moi j'ai soutenu en 2020. J'ai une information sur vous. Vous avez refusé d'être cet enseignant communautaire, comme on l'appelle actuellement, qui devait en réalité aller quelque part pour aller enseigner pour... En fait, s'il y avait une garantie, c'était même le ministre lui-même de cette époque qui vous avait garanti, vous avez entretenu que dès que vous faites une année, 2 ans, 3 ans, c'est trop, vous serez déjà recruté. À telle enseigne que vous avez refusé. Et ceux qui étaient même partis, évidemment, ont vécu ça positivement. Et comment vous avez vécu ça, surtout leur retour et surtout le refus d'abord? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait de vous dénoncer comme... Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et c'était en 2016. J'avais déposé le dossier à la fonction publique, partout, déposé le dossier. Et il y avait une liste qui était sortie pour les enseignants communautaires, je ne sais pas, volontaires ou communautaires de l'État. Donc, nous étions entretenus par le Premier ministre. À l'époque,
Il était ministre de l'enseignement primaire et secondaire, son Excellence M. Anatole Collier Makosso. Et donc, on m'envoie, on m'affecte à Itumbi. On m'affecte à Itumbi, donc enseignant en sciences physiques, et avec un salaire mensuel de 120 000. Alors, je me suis dit, mais si je vais à Itumbi, d'octobre jusqu'en juin, et je reviens, et finalement ma thèse de doctorat. Je vais laisser ma thèse de doctorat, je vais arrêter ma thèse de doctorat. Jusqu'à quand? Mais des frais académiques, je vais payer ça pour rien, sans monter sur la paillasse, sans manipuler, sans faire des expériences. Donc je vais continuer à payer les frais. J'ai dit non. Et puis, après, si on me recrute, même si on me recrute, je vais gagner combien? Et j'ai essayé de faire des estimations. Chaque fin du mois, on va me payer 120 000. Je dis, mais 120 000, je peux aussi avoir 120 000 après sa vie. J'enseigne dans telle école privée, j'encadre l'enfant de X, j'encadre l'enfant de Y, je peux rassembler 120 000. Après, je me suis dit encore, mais si je vais à Itumbi, donc je vais louer ma maison à Itumbi, je vais aussi louer ma maison à Brazzaville, je ne partirai pas avec tout ce qui est. Après, j'ai dit non, c'est une mauvaise décision. Je préfère ici, j'encadre l'enfant de X, j'encadre l'enfant de Y, je peux rassembler 120 000. Après, je me suis dit encore, mais si je vais à Itumbi, donc je vais louer ma maison à Itumbi, je vais aussi louer ma maison à Brazzaville, je ne partirai pas avec tout ce qui est. Après, j'ai dit non, c'est une mauvaise décision. Je préfère ici. Mais quand même, j'avais négocié. Si j'avais quelqu'un qui pouvait accepter à Itumbi et rester à Brazza, je pouvais continuer à. Sous forme d'une mutation. Sous forme d'une mutation, permutation, on se permet des localités, je pouvais accepter. Mais à Itumbi, j'avais refusé catégoriquement. Mais dans certains amis, par moi, des connaissances. Comment ils ont appris ça? Mais il y avait certains des amis qui avaient fait la liste. Les listes circulaient dans les réseaux sociaux. Voilà. Et alors, les amis me félicitaient. Voilà, félicitations, bientôt le cousin. J'ai dit, je ne partirai pas. Et j'avais refusé. J'avais refusé catégoriquement. Après 2 ans ou 3 ans, il y a certains qui voyaient maintenant leur nom dans la liste. Voilà, je félicitais les amis. Parfois, ça me faisait un peu mal. Je disais, est-ce que je n'avais pas pris une mauvaise décision? Après, la conscience me revient. Je dis non, j'avais pris une bonne décision. Ça veut dire qu'à ce niveau, ce sont les bonnes décisions, je peux même ajouter risquées, qui vous ont permis de continuer votre thème. Il y a un adage qui dit qui ne risque n'a rien. Qui ne risque n'a rien. Donc la vie aussi est faite des risques, mais il faut d'abord réfléchir avant de risquer. Et j'avais réfléchi. Des risques positifs, bien sûr, comme on dit, des risques calculés. Voilà, en fait, vous avez vu le futur. Et je peux bien sortir comme étant enseignant recruté à l'État, comme on a dit, enseignant fonctionnel. Mais ce que je veux gagner, peut-être plus tard avec le doctorat, ce serait plus que ça. Ouais. Donc vous, c'est cette motivation du futur qui vous a permis de... Moi, j'avais vu le futur, pas le présent. Ah, ça, ouais. En tout cas, c'était quand même une ténacité possible. Je peux aussi souligner ici que c'est une occasion de dire à certains frères et sœurs, la vie n'est pas toujours une droite croissante. Il y a des moments, la vie, parfois, est une courbe qu'on appelle en physique une courbe sinusoïdale. C'est-à-dire, ça monte, ça peut descendre, ça peut monter, ça peut descendre, et ça va encore monter. Le grand problème, c'est que quand ça descend, il faut savoir comment se diriger. Et la vie n'est pas. Personne dans la vie ne peut me dire que dans sa vie, tout partait toujours de manière croissante. Le grand problème, c'est quand tu tombes, il faut savoir te mettre debout avec des bonnes décisions. J'ai connu des échecs dans ma vie, mais j'ai oublié tous ces échecs. Et aujourd'hui, finalement, vous êtes enseignant-chercheur, docteur assistant, enseignant-chercheur à l'Université d'Initiation des Sceaux, et peut-être ailleurs aussi. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous voyez tout ce parcours que vous avez fait, et surtout le fait de refuser, parce que je dois l'avouer que même moi aussi personnellement ça me touche, refuser quand même la fonction publique pour continuer votre parcours, c'est quand même un peu, il faut prendre des risques. Mais vous avez pris ça pour votre honneur. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous regrettez certaines choses ou bien certaines décisions peut-être? Alors, actuellement, quand tu tombes, ça va te mettre debout avec des bonnes décisions. J'ai connu des échecs dans ma vie, mais j'ai oublié tous ces échecs. Et aujourd'hui, finalement, vous êtes enseignant-chercheur, docteur assistant,
enseignant-chercheur à l'Université de Nice-Sassou-Nguesso et peut-être ailleurs aussi. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous voyez tout ce parcours que vous avez fait et surtout le fait de refuser parce que je dois l'avouer que même moi aussi personnellement ça me touche, refuser quand même la fonction publique pour continuer votre parcours, c'est quand même un peu, il faut prendre des risques. Vous avez pris ça pour votre honneur. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous regrettez certaines choses ou bien certaines décisions peut-être? Alors, actuellement, donc vous êtes très content de vous. Surtout pour cette décision d'avoir refusé d'être enseignant communautaire, je ne regrette même pas du tout. Et le contraire, je me dis, oh, si j'avais commis l'erreur de le faire. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. Je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Je suis enseignant, chercheur, je fais la chimie. Le seul conseil que je peux dire aux jeunes, voilà, soyez toujours fort dans toutes les circonstances. Soyez toujours fort. Ouais. Ça c'est très édifiant. Et finalement, vous êtes aussi marié, si on peut appeler ça déjà comme ça. Vous êtes non, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Je ne suis pas marié, je suis célibataire. Père d'un enfant. Oui, j'ai un enfant. Ça c'est bien. Et votre quotidien, vous passez plus dans la lecture ou bien dans l'écriture, peut-être en tant qu'enseignant également, vous avez peut-être une routine qui vous maintient en forme. Au quotidien, nous avons la routine en tant qu'enseignant-chercheur. Le matin, on se réveille, on va à l'université, voilà. Il y a des cours, il y a aussi la recherche. Donc, on lit des documents, voilà, on lit l'actualité ailleurs, comment ça se passe chez les autres. Donc, c'est cette routine que nous avons. Peut-être il y a quelque chose que vous avez fait dans votre parcours que vous regrettez vraiment, que vous voulez peut-être corriger à votre niveau, s'il y en a, bien sûr. Alors, j'avais aussi regretté le fait d'avoir raté le concours de SM quand j'avais eu la licence, école spéciale militaire. SM, école spéciale militaire. J'avais postulé à ce concours et quand on avait délibéré, malheureusement, j'étais échoué. Et cette fois-ci, j'avais encore pleuré parce que la formation que j'ai passée en Europe. On a pu organiser une autre formation se passe en Europe. Alors, donc, là aussi, c'est un échec que j'ai oublié, j'ai signalé dans mon propos. J'avais raté ce concours, mais j'avais beaucoup pleuré J'avais beaucoup pleuré parce que les disciplines, comme vous avez les voyez, étant en licence de chimie, on avait vu les sujets étaient pratiquement de la première année. Les sujets étaient pratiquement de la première année. Et les sujets étaient très très faciles. Alors, j'avais aussi regretté le fait d'avoir raté le concours de SM quand j'avais eu la licence, école spéciale militaire. SM, école spéciale militaire. J'avais postulé à ce concours et quand on avait délibéré, malheureusement, j'étais échoué. Et cette fois-ci, j'avais encore pleuré parce que la formation que j'ai passée en Europe. On a pu organiser une autre formation se passe en Europe. Alors, donc, là aussi, c'est un échec que j'ai oublié, j'ai signalé dans mon propos. J'avais raté ce concours, mais j'avais beaucoup pleuré J'avais beaucoup pleuré parce que les disciplines, comme vous avez les voyez, étant en licence de chimie, on a vu que les sujets étaient pratiquement de la première année. Les sujets étaient pratiquement de la première année. Et les sujets étaient très très faciles, mais comme je n'étais pas admis, j'avais pleuré. En tout cas, j'avais pleuré. Comme un enfant. En tant que licencié, j'avais pleuré. J'étais déjà en Master 2 quand j'avais fait ce concours. J'étais en Master 2 et j'avais pleuré. Pleurer du fait que vous n'étiez pas admis, pleurer parce que les sujets étaient faciles. Parce que les sujets étaient faciles et par conséquent, je n'ai pas pu atteindre peut-être la moyenne. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne suis pas admis. Mais j'avais pleuré. Ça c'est intéressant. Voilà, petit à petit, nous tournons vers la fin. Nous vous remercions vraiment pour cette interview. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette chaîne? C'est-à-dire que les initiatives que nous prenons de vous écouter, vous, les gens qui ont réussi, parce que la réussite, c'est pas toujours être financièrement stable pour nous, mais vous qui avez vécu des choses difficiles, mais malgré ça,
vous vous êtes donné, vous avez continué, alors vous écoutez notre initiative, qu'est-ce que ça fait? Oui, l'initiative est accueillante de ma part. Moi, je pense qu'avec cette initiative, ça peut booster certains jeunes qui croient qu'une fois, deux fois, échec, mieux vaut abandonner. Non, moi je pense que comme la jeunesse aujourd'hui, ce sont des réseaux sociaux, et si votre chaîne, c'est aussi un réseau social, moi je pense que de bouche à oreille, parfois, les gens ne prennent pas ça en compte. Si tu dis à quelqu'un, voilà, il y a un grand que j'ai connu qui s'appelle Idriss, qui a eu cet échec, il a fini par avoir quelque chose, il ne va pas croire. Mais s'il voit ça dans un réseau social, voilà, peut-être, ça peut le booster. Ça peut le booster aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui a aussi peut-être un parcours pas forcément comme vous, mais qui a vécu aussi des choses, qui en a sorti vainqueur? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à la chaîne et la personne? Non, mais c'est par rapport à la chaîne, si jamais il y a la possibilité de faire un petit tour chez lui, je peux vous aider même. C'est bien. C'est bien. D'accord. Nous allons prendre la dernière étape. Monsieur Justin Kéré, Oui, manioc ou foufou? manioc. Lecture ou télévision? Lecture. Introverti ou extraverti? Introverti. Pomme ou banane? Pomme. Mosenjo ou Dolizy? Mosenjo. Football ou basket? Football. Croyant ou athée? Croyant. Actif ou passif? Actif. Nerveux ou doux? Doux. Rigoureux ou sympa? Rigoureux. Il a réussi.